Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre objectif de traiter une nouvelle leçon qui est nommée Équilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. C'est la dernière leçon de mécanique à propos le tronc commun. Donc, on va essayer de traiter cette leçon et de voir les parties très importantes. Et avant de commencer notre activité, une remarque. Un corps solide et en rotation autour d'un axe fixe situe ses points dans un mouvement circulaire centré dans l'axe de rotation delta. Mais les points qui appartiennent à cet axe delta sont immobiles. Donc on commence. Donc au début, comme activité, on va voir effet d'une force sur la rotation d'un corps solide. Donc, comme vous voyez dans cette image, on a trois portes. Donc, notre objectif, c'est voir la force qui a un effet sur la porte et qui peut ouvrir ou fermer la porte. Donc, comme vous voyez, à propos de la force F1, cette force est parallèle avec un axe qui est nommé l'axe de rotation. Donc ici, on a la porte qui peut tourner autour de l'axe qui est nommé delta. Donc, à propos de la force F1, par exemple, si je prends ma main et j'exerce une force en bas de la porte vers le haut, est-ce que cette force va tourner la porte? Donc, on peut réaliser ça avec une fenêtre, avec une porte. Donc, on peut voir que cette force a aucun effet de rotation sur la porte. Donc, il ne peut pas tourner la porte. Si on prend maintenant une force F2, lorsqu'on exerce la force F2, par exemple, je prends la porte ou la fenêtre et j'exerce une force sur l'extrémité, comme voir dans l'image l'extrémité droite de la porte, et j'essaie de pousser la porte. Donc la force que j'exerce, ils ne peuvent pas tourner la porte. Donc il reste troisième force, F3, lorsqu'on exerce force telle que cette force n'est parallèle ni se croise avec l'axe de rotation. Donc si on exerce une force telle que cette force n'est pas parallèle avec l'axe de rotation et cette force ne coupe pas l'axe de rotation. Je parle sur la ligne d'action. Donc, si la ligne d'action de la force F1, comme on a ici, la ligne d'action de F1 est parallèle avec l'axe de rotation. Donc, la force F1, elle ne peut pas tourner la porte. Si on prend la force F2, donc la force F2, la ligne d'action de F2, il coupe l'axe de rotation. Donc, F2, elle ne peut pas tourner la porte. La force F3, donc la force F3, il ne coupe pas, donc la ligne d'action de F3 ne coupe pas, ne se croise pas avec la ligne d'action. Donc cette force, elle peut tourner la porte. Donc, pour résumer cette activité, si on exerce sur une porte ouverte une force F1 parallèle à l'axe de rotation, celle-ci ne tourne pas. Donc c'est notre premier cas. Si on exerce sur cette porte une force F2 dont la droite d'action coupe l'axe, il ne tourne pas. C'est le deuxième cas. Et le troisième cas, une force F3 dont le plan perpendiculaire à l'axe de rotation provoque une rotation. Donc, on peut ajouter ici comme conclusion que l'effet d'une force sur la rotation d'un corps solide
hauteur d'un axe fixe dépend de l'intensité de cette force et de la position de la droite d'action de cette force par rapport à l'axe de rotation, et dépend aussi de la direction de cette force exercée. On passe donc le moment d'une force par rapport à un axe. Il est plus facile de fermer la porte en exerçant une force perpendiculaire loin de l'axe de rotation. Ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, on a vu que l'efficacité de tourner la porte dépend à deux choses, l'intensité de la force et ainsi que la distance. Donc, c'est pour cela qu'on peut trouver une relation, une formule mathématique. Donc, on définit ainsi le moment d'une force qui permettra de rendre compte de l'efficacité d'une force sur la rotation d'un solide. Définition du moment d'une force. Donc, le moment d'une force F par rapport à l'axe de rotation fixe delta vaut, donc M, c'est le moment d'une force F par rapport à l'axe de rotation delta. C'est la multiplication, est égale à la multiplication entre l'intensité de la force et la distance perpendiculaire qui sépare la ligne d'action et l'axe de rotation. Donc, le moment d'une force par rapport à l'axe delta s'exprime en newton fois le mètre. Dès la distance, c'est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force F. Il est mesuré perpendiculairement, donc c'est très important, à la droite d'action de la force. Donc, tel que la distance D s'exprime en mètres. Et à propos de F, c'est l'intensité de la force exercée sur le corps solide qui peut tourner autour d'un axe fixe. Delta, avec F, s'exprime en newton. On va voir des cas. Donc, on voit ici. Donc, comme exemple, dans le cas numéro 1, on a ici la force F exercée dans le point A sur le corps solide qui peut tourner autour d'un axe fixe nommé delta. Donc, pour trouver le moment, il suffit de chercher la distance perpendiculaire qui sépare l'axe de rotation et la ligne d'action. Et dans le deuxième cas, on a la force F exercée dans le point A sur le corps solide qui peut tourner autour d'un axe fixe nommé delta. Tel que dans notre deuxième cas, on ne peut pas trouver directement la distance perpendiculaire, donc il suffit de faire la prolongation de la ligne d'action de F, puis chercher la distance perpendiculaire qui sépare l'axe de rotation delta et la ligne d'action de la force exercée. Donc maintenant, à propos petit 2, moment, grandeur algébrique. Donc le moment est une grandeur algébrique, c'est-à-dire peut être positif, peut être négatif. Alors, il faut donc choisir arbitrairement un sens positif de rotation du corps solide hauteur de son axe de rotation. Cet axe de rotation est fixe. Si l'objet tourne hauteur de son axe de rotation dans le sens positif de rotation, choisis le moment de cette force par rapport à cet axe de rotation sera positif. Si l'objet tourne autour de son axe de rotation dans le sens inverse du sens positif de rotation choisi, le moment de cette force par rapport à cet axe de rotation sera négatif. Donc, voyez ici, donc, au début, selon le cas. Peut-être dans l'exercice, par exemple, on peut trouver que dans la figure, il indique
le sens positif de rotation du corps solide autour de son axe de rotation. Sinon, nous-mêmes, on va choisir arbitrairement un sens positif de rotation du corps solide autour de son axe de rotation. Puis, on va chercher un autre moment. Donc, le moment de la force F par rapport à l'axe de rotation delta. Donc, on va voir, est-ce que la force exercée va tourner normalement l'objet dans le sens choisi ou dans le sens opposé. Si la force tourne l'objet, c'est-à-dire le système étudié, dans le sens positif choisi, le moment sera positif. C'est le cas de l'exemple numéro 1. Mais c'est la force exercée sur le corps solide qui peut tourner autour d'un axe fixe. Essaye de tourner ce corps solide dans le sens opposé du sens positif donné. Dans ce cas, le moment sera négatif. Et c'est le cas de l'exemple numéro 2. Donc, le moment est une grandeur algébrique, c'est-à-dire que le moment d'une force F par rapport à l'axe de rotation est égal plus ou moins selon le sens positif de rotation du corps solide autour de son axe de rotation. Donc, on a dit plus ou moins F fois D, tel que F représente l'intensité de la force exercée sur le corps qui est capable de tourner autour d'un axe fixe delta, nommé delta, et D, c'est la distance qui sépare perpendiculairement la ligne d'action de la force F et l'axe de rotation delta. Donc, cas particulier, si la droite d'action de la force F est parallèle ou coupe l'axe de rotation fixe delta, le moment de la force par rapport à l'axe de rotation delta est nul. Et ça aussi très important. Donc, si on a trouvé que la force passe par l'axe d'action, ou plutôt si la force passe par l'axe de rotation, ou parallèle avec l'axe de rotation, dans ce cas, le moment de cette force sera nul. Donc, on passe à troisième point. On va parler sur le théorème du moment. Ce théorème très important dans cette leçon. Donc, on va voir activité. On suspend des poids différents. Donc, on a des corps ayant des masses différentes. On a un corps qui a une masse M1 et l'autre qui a une masse M2. À distance variable, que le système soit en équilibre. Et on note les résultats obtenus. Les questions demandées. Faire le bilan des actions s'exerçant sur une barre à trous. Donc voilà notre barre qui contient du trou. Sur la figure ci-dessous, donc cette figure, tracer la direction de ces forces. Donc on veut tracer les forces. Bien sûr, on va les tracer sans considération de l'échelle. Troisième question, calculer le moment de chaque force. Et finalement, calculer la somme algébrique du moment de toutes les forces appliquées sur une barre à trous. Et comme vous voyez dans les données de cette expérience, on a la masse M1 est égale à 800 grammes, la distance d petit d est égale à 1,5 cm, la masse M2 est égale à 400 grammes, la distance D est égale à 3 cm, la grande D bien sûr. Et on a comme donné aussi G, c'est l'intensité de pesanteur A comme valeur 10 Newton par kilogramme. Et pour les deux phi, Phi1 et Phi2 sont inextensibles.
Donc, à propos les réponses. Donc, à l'équilibre, comme vous voyez ici, on considère la barre à trous comme le système étudié. Donc, ce système, il est sommé à combien de forces? Donc, on a la force exercée par le fil 1, on a la force exercée par le fil 2, donc on nomme la force exercée par le fil 1 T1 vecteur, et la force exercée par fil 2, T2 vecteur. Et on a la force exercée par la terre, donc c'est nommé le poids, donc P, le poids de la barre à trous. Et la dernière force, donc on a la réaction R, c'est la réaction de l'axe de rotation. Donc on a le poids, P vecteur, on a R vecteur, la réaction de l'axe de rotation, on a la force T1 exercée par le phi 1, et on a la force T2 exercée par le phi 2, et on a comme remarque ici, on a dit que T1 est égal à P1 est égal à M1 fois G. À partir des données numériques, on a fait le calcul, on a trouvé 0,8 newton. Pour T2 est égal à P2 est égal à M2 fois G est égal à 0,4 newton. Donc, pourquoi on a dit que T1 est égal à P1? Donc, P1, c'est l'intensité des poids de le corps qui a une masse M1. Donc, à l'équilibre, donc tant que le système en équilibre, on a le corps qui a une masse M1 en équilibre. Donc, la force exercée par la Terre, c'est P1, bien sûr sur la masse M1, est égale à la force exercée par le flux sur cette masse. Donc, ils ont même intensité tant que la masse M1, le corps M1 de masse M1 est en équilibre. Et tant que le fil est inextensible, donc il garde la même tension dans tous ses points. C'est pour cela, donc, on a dit ici directement T1 est égal à P1 est égal à M1 fois G. Et la même chose pour T2 égale à P2. Donc, on a le corps qui a une masse M2 et en équilibre, soumis à deux forces, donc les deux forces ont même intensité. Et tant que le fil de OC est inextensible, donc il garde la même tension en tous ces points et directement on a déduit, donc on peut déduire que T2 égale à P2 est égal à M2 fois G. Tel que P2, c'est l'intensité des poids du corps qui a la masse M2. Et les valeurs déjà calculées bien sûr à partir des données numériques de l'énoncé de l'activité. Donc, maintenant on passe à les représentations de l'induction et des forces. Donc, à propos de la représentation des forces ainsi que la ligne d'action de chaque force. Donc, on a la force T1, c'est la force exercée par le fil 1, donc dirigée vers le bas à partir du point d'application. La force T2, la même chose, c'est la force exercée par le fil 2 dirigée aussi vers le bas et à partir du point d'application. On a le poids à partir du centre de gravité de la barre à trous dirigée vers le bas et la réaction de l'axe de rotation R dirigé vers le haut. On passe et avant de voir la partie suivante, j'ai ajouté ici un sens arbitraire tant que dans l'énoncé et dans la figure de cette activité, le sens de rotation n'est pas indiqué, donc on peut ajouter nous-mêmes un sens de rotation, on peut considérer positif. Donc j'ai choisi le sens de rotation comme le sens d'aiguille d'horloge. Donc c'est le sens positif. Donc on aura besoin de ce sens pour répondre à les questions suivantes. Donc
Maintenant, question 3, c'est fait le calcul du moment de chaque force. Donc, à propos, le moment du poids et le moment de réaction de l'axe de rotation seront nuls, comme vous voyez dans la figure. Et comme on a déjà indiqué, si la ligne d'action de la force coupe ou parallèle avec l'axe de rotation, le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation sera nul. Et la même chose qu'on a ici. Donc ligne d'action de P et de R se croisent avec l'axe de rotation. Donc, le moment du vecteur P par rapport à l'axe de rotation et moment du R vecteur par rapport à l'axe de rotation seront nuls. Pour le moment de la force T1 par rapport à l'axe de rotation, donc il suffit de faire quoi? Donc T1, normalement, s'il va tourner la barre, il va le tourner dans le sens opposé de sens choisi. Donc le moment sera négatif pour T1. Donc il suffit de faire moins l'intensité T1 fois la distance perpendiculaire qui sépare la ligne d'action de T1 et l'axe de rotation. C'est pour ça qu'on a mis moins T1 fois D. On a déjà la valeur de T1, c'est 0,8 newton. La distance d c'est égal à 1,5 cm. On a converti cette valeur en mètres. C'est pour cela qu'on a multiplié fois 10 moins 2, sans oublier le signe moins qui existe ici. Le moment de T2, normalement, si la force T2 va tourner, la barre va tourner dans le sens choisi, dans le sens positif. C'est pour cela le moment de T2 est égal à plus T2 fois la distance grand D. C'est la distance qui sépare perpendiculairement la ligne d'action T2 et l'axe de rotation delta. Donc T2 déjà donné, ou plutôt déjà calculé, c'est 0,4 newton. Et la distance D, c'est égal à 3 cm. C'est pour cela on a multiplié par 10 moins 2 pour convertir cette valeur en mètres. Donc, à propos de la valeur du moment de la force T1 par rapport à l'axe delta est égal à moins 0,012 newton par mètre. Et la valeur numérique du moment de la force T2 par rapport à l'axe de rotation est égal à plus 0,012 newton par mètre. La dernière question, c'est calculer la somme algébrique de moments de toute la force ou toutes les forces appliquées sur une barre à trous. Et comme la switch, bien sûr, on a moment de P et moment de R nul. Il suffit de faire la sommation des deux moments qui restent. Donc, après faire la sommation algébrique, on a trouvé que la sommation de moments de toutes les forces appliquées sur la barre à trous est nulle. Bien sûr, sans oublier que la barre à trous est en équilibre. Donc, si on trouve la sommation du moment est nulle, ça pour le cas d'équilibre. Et si vous avez rappelé, dans les leçons précédentes, on a vu soit le système soumis à deux forces ou à trois forces. Pour que le corps sera en équilibre, la sommation des forces extérieures doit être égale à vecteur nul. Donc, plus de ça, pour le cas d'équilibre d'un système qui peut tourner autour d'un axe de rotation, plus la première condition qu'on a vue pour que la sommation des forces extérieures est égale à vecteur nul, on a d'autres conditions, bien sûr pour le cas d'équilibre d'un système capable de tourner autour d'un axe fixe, la sommation des moments des forces exercées, bien sûr la sommation des moments et la somme algébrique des moments de toutes les forces, bien sûr des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égal à 0. Ce théorème nommé théorème des moments. Donc c'est très important, surtout pour les exercices de ces cas. Donc, l'énoncé du théorème des moments, un solide mobile autour d'un axe fixe et en équilibre, c'est la somme algébrique des moments des forces extérieures appliquées au solide par rapport à cet axe est nulle.
Donc, on peut définir ici le théorème du moment. La sommation des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation est nulle. Et cette condition est nécessaire mais pas suffisante. Donc, comme remarque 2, plus important, condition générale d'équilibre. Lorsque un solide est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites. L'immobilité des centres de gravité. Et ça, on a déjà vu. La sommation des forces extérieures est égale à vecteur nul. Et pour assurer l'absence de rotation autour de l'axe, on a le théorème de moment. La sommation du moment des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation est nulle. On passe. Moment d'un couple de deux forces. Petit 1, le couple de deux forces. Donc, on a des exemples bien sûr. Si je prends les exemples suivants, et je peux ajouter bien sûr d'autres exemples. Par exemple, si on veut ouvrir ou fermer le robinet, donc on doit exercer par deux doigts des forces. Dans ce cas, je parle sur couple de forces parce que seul doigt n'est pas suffisant totalement pour tourner. Donc pour tourner, pour ouvrir le robinet, bien sûr facilement, on doit exercer force par les deux doigts. Donc je pars sur couple de force. Par exemple, si je veux contrôler le volant d'une voiture, donc je dois utiliser les deux mains. Une main exercer une force par exemple en bas et l'autre en haut. Si je veux par exemple tourner le volant par exemple à droite et l'inverse si je veux tourner le volant à gauche. Même exemple pour le tire-bouchon, pour les pédales du vélo. Donc il y a plusieurs exemples. Donc les deux forces F1 et F2 forment un couple de deux forces capables de tourner un corps solide au même sens. Si sa somme vectorielle est nulle, c'est-à-dire la force F1 plus la force F2 est égale à vecteur nul, et n'ont pas la même ligne d'action. C'est-à-dire les deux forces F1 et F2 ont la même intensité, ont deux sens opposés et ont la même direction, mais n'ont pas la même ligne d'action. C'est-à-dire les lignes d'action des deux forces, la ligne d'action de force F1 et la ligne d'action de force F2 sont parallèles, mais ne sont pas confondues. Donc, on a ici, en général, on peut symboliser le moment de couple de force, par exemple F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation. On a ici le système qui est en jaune, qui est soumis à deux forces, couple de force. On a la force F1 et la distance perpendiculaire qui sépare la ligne d'action de F1 et l'axe de rotation, c'est D1. Et on a ici la distance D2, c'est la distance parallèle, la distance perpendiculaire entre ligne d'action de F2 et l'axe de rotation, même si D1 est une distance perpendiculaire. La sommation des deux distances, c'est D, c'est la distance qui sépare perpendiculairement la ligne d'action de F1 et la ligne d'action de F2. Donc, le moment d'un couple de force, donc en général, on peut le donner comme ça. On a le moment de la force F1 par rapport à l'axe de rotation, plus le moment de la force F2 par rapport à l'axe de rotation. Donc, on peut choisir ici, donc on a ici le sens de rotation. Donc,
F1, normalement, il peut tourner le système dans le même sens choisi. Donc, F1 fois D1 plus la même chose, F2 peut tourner dans le même sens. Donc, on a F2 fois D2, bien sûr, comme le sens indiqué ici. Donc, on peut considérer F l'intensité commune des deux forces F1 et F2, telle que F est égal à F1 est égal à F2. Et la distance D est égale à D1 plus D2. Donc ici, je peux factoriser par F1 ou à F2. Donc c'est F. Donc F facteur D1 plus D2. Et ça donne D1 plus D2, c'est D. Donc on peut déduire que le moment d'un couple de forces, on peut le donner par cette formule, c'est F fois D. Tel que F, c'est l'intensité commune de deux forces F1 et F2. Et D, c'est la distance qui sépare perpendiculairement les deux droites d'action des deux forces, force F1 et force F2. Et on peut ajouter aussi que le moment d'un couple de deux forces ne dépend pas de la position de l'axe de rotation, mais seulement de la distance perpendiculaire entre les deux lignes d'action des deux forces. Et en général, le moment d'un couple de deux forces est comme suit. Donc, on a le moment d'un couple de deux forces F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation delta est égal plus ou moins l'intensité F fois la distance D. Sans oublier que F, c'est l'intensité commune des deux forces F1 et F2. Et la distance D, c'est la distance qui sépare perpendiculairement les deux droites d'action des deux forces F1 et F2. Tel que le signe plus ou le signe moins dépend du sens positif de rotation. On passe à la partie qui reste, c'est le moment d'un couple de torsion. Cette partie aussi importante. Pourquoi? Parce que une partie sera traitée pour les gens qui vont faire l'option sciences expérimentales, filière sciences physiques. Donc il y a une partie qui sera basée sur pendule, qui nommée pendule de torsion. Donc cette partie c'est important. Donc il faut faire attention à cette partie. Donc couple de torsion. Donc au début, donc on a ici la figure. Donc on va essayer de donner une définition. Donc un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical. Donc on voit ici, on a un solide, c'est comme la tige suspendu à un fil vertical. On a ici fil métallique vertical qui sera joué le rôle de l'axe de rotation et fixé au centre d'une tige. Donc ce fil métallique est fixé dans le centre de gravité de la tige. L'autre extrémité, c'est-à-dire cette extrémité du fil métallique, nommé aussi fil de torsion, étant maintenu fixe dans un support. Lorsqu'on exerce sur la tige un couple de moments F1 et F2, elle provoque une rotation autour de l'axe delta. Donc ici, l'axe delta, c'est l'axe du fil métallique qui s'accompagne d'une torsion du phi. À l'équilibre, le phi tordu exerce
sur la tige un couple appelé couple de torsion de moment. Son symbole est soit MT, c'est le moment de torsion, ou MC, c'est le moment du couple. Donc, vous pouvez trouver les deux symboles, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, avant de parler sur le moment du couple de torsion, on a ici une tige. Lorsqu'on tourne la tige, on a ici l'apparition d'un angle nommé θ. Donc, si on lâche la tige va revenir à sa position d'équilibre, c'est-à-dire va chercher sa position où était stable, où était au repos. On parle ici sur l'apparition des forces de rappel. Ces forces qui peuvent tourner la tige dans le sens opposé. Donc, qui permet la tige à chercher à retrouver sa position initiale. Donc, on va essayer de trouver l'expression du moment du couple de torsion. Donc, à l'équilibre, la tige est soumise à combien de forces? Donc, on a le poids, P vecteur. On a le couple de forces F1 et F2, exercé pour tourner la tige par un angle θ. Donc, on a aussi la force R exercée par le fil métallique et le couple de torsion de moment qu'on a déjà comme symbole MC ou MT, c'est pareil. Donc, d'après le théorème du moment, comme on a déjà indiqué, la sommation du moment des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation delta sera nulle. D'où, donc, le moment on a le moment de la force P par rapport à l'axe de rotation, le moment de la force R par rapport à l'axe de rotation, le moment du couple de force F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation, et en plus MC. C'est le couple de torsion de moment. Donc, comme on a déjà vu comme dans l'activité précédente, le moment de P, de force P et de force R par rapport à l'axe de rotation sont nuls. Pourquoi? Parce que l'indaction de P et l'indaction de R se croisent avec l'axe de rotation. C'est pour cela les deux moments sont nuls. Donc on a déjà dit, car les lignes d'action de soit de vecteur P ou de vecteur R se croisent avec l'axe de rotation delta. Et il reste le moment du couple de torsion MC est égal à moins le moment du couple des forces F1 et F2. Et ça signifie quoi? Que MC, le moment du couple de torsion, a des caractéristiques pareilles à les caractéristiques du moment du couple des forces F1 F2 avec bien sûr le signe moins. Donc, on a déjà donné l'expression de moment du couple de forces est égal à F fois D. Donc, le reste sera la relation MC égale à moins F fois D. Donc, on peut considérer comme première relation. Donc, on va essayer de donner l'expression de MC. Donc, ici, pour trouver l'expression de MC, on utilise le montage suivant. On donne M1 et M2 de masse égaux. F, l'intensité F, c'est l'intensité commune, est égale à l'intensité F1 est égale à l'intensité F2. C'est déjà indiqué ici. Et la distance D, bien sûr, c'est la distance qui sépare perpendiculairement les deux lignes d'action.
de F1 et de F2. De F1 jusqu'à F2. De ligne d'action de F1 jusqu'à ligne d'action de F2. Et on a ici sens de rotation, c'est le sens choisi afin de tourner la tige dans le sens anti-l'horloge. Donc, en faisant varier la distance D et l'intensité de F, l'angle de θ va varier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va essayer de varier la distance D. C'est-à-dire la distance D qui sépare perpendiculairement les deux lignes d'action des deux forces F1 et F2. Les deux forces F1 et F2, quelquefois, on va essayer de l'approcher ou d'éloigner. Même si on va changer les valeurs de l'intensité de F, c'est-à-dire on va changer la valeur de F1 et F2, les deux intensités. Comment? Il suffit changer les masses M1 et M2. Donc, l'angle θ va varier. Nous représentons le moment du couple de forces F1 et F2 par rapport à l'axe θ en fonction de θ. Donc, on va tracer un graphe qui va nous aider de trouver l'expression de MC. On obtient les résultats suivants. Donc, comme vous voyez ici, on a la graphe de variation du moment du couple de forces F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation delta en fonction de θ, tel que θ en radian. Et le moment déjà donné, Newton fois le mètre. Donc, on a déjà indiqué. On va changer les intensités des forces. On va changer les valeurs de F1 et F2, tel que F1 égale à F2. Donc, on va changer ici les valeurs de F, ainsi que la distance qui sépare les deux lignes d'action. Puis, on va calculer les moments du couple des forces par rapport à l'axe de rotation. Et on va prendre en compte la valeur de θ. Donc, θ donné ici en degrés, mais on va utiliser θ en radian. C'est pour cela qu'on a converti les valeurs numériques en radian. Et après de tout ça, on a la graphe de variation du moment du couple de force F1 et F2 en fonction de θ. Comme vous voyez, on a droite qui passe par le centre, qui passe par l'origine. Donc, la graphe est une droite passante par l'origine. Donc, on voyait droite passant par l'origine. Donc, on a une graphe pareille, identique, avec le cas du graphe d'une fonction linéaire. Et on sait bien que la fonction linéaire écrite sous forme f de x est égal à a fois x, tel que a, c'est le coefficient directeur. Ici, on a au lieu de f de x, on a le moment du couple de forces F1 F2 et au lieu de x, on a θ. Donc, C sera jouer le rôle de coefficient directeur. Où C est le coefficient directeur de la droite appelé constante de torsion du fil en newton fois mètre fois radian moins 1. Donc, ce constante, ou plutôt aussi ce coefficient directeur, pour nous, pour notre relation, pour le moment de torsion, ou plutôt le moment du couple de torsion, représente C, c'est la constante de torsion du fil. Son unité est newton fois le mètre fois radian moins 1. Et d'après la relation 1 déjà indiquée, on a déjà vu, on a déjà l'écrire, on a déjà trouvé que le moment du couple de torsion est égal à moins le moment du couple des forces F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation. Donc, on peut écrire ici que le moment du couple de torsion est égal à moins C fois θ. Donc, C fois θ, c'est
le moment du couple de forces F1 et F2 par rapport à l'axe de rotation. Et cette relation, c'est la relation plus importante pour nous pour cette dernière paragraphe. Tel que θ en radian, c'est la constante de torsion du fil en newton fois le mètre sur radian. Et MC, c'est le moment du couple de torsion, c'est en newton fois le mètre. Avec C est une constante caractérisant le fil métallique, appelée constante de torsion du fil, et nommée aussi brièvement constante de torsion. Et toujours à propos C, elle dépend de la longueur du fil métallique, de sa section et de sa nature. Elle s'exprime en newton fois mètre fois radian moins 1. Et on peut ajouter ici quelques remarques. À propos, le signe moins existe dans l'expression du MC, traduit la propriété de rappel du couple. Et comme deuxième remarque, le couple de torsion, nommé aussi couple du rappel. Et merci.